Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet, chef de l'opposition à Paris et vice-présidente déléguée de l'UMP. Madame, monsieur, c'est à vous. Bienvenue Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. La loi Macron-Rebsamen sera adoptée mercredi en Conseil des ministres. Pour Manuel Valls, on l'a entendu hier sur France 2, ce sera de l'énergie et une réussite pour le pays. C'est donc une promesse de Valls le réformateur. Écoutez, on a vu hier sur France 2 ce que Valls le réformateur était devenu. C'est-à-dire ? Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il avait demandé 45 minutes sur France 2 s'il avait rien à dire. Rarement on aura vu un Premier ministre parler autant pour ne rien dire. À vrai dire, les seules choses qu'il a dites, c'était pour revenir justement sur les sujets qui faisaient un peu sa différence avec le Parti Socialiste, les sujets sur lesquels on trouvait qu'il mettait un peu de dynamisme dans la fonction, et pour dire que finalement il ne le ferait pas. Sur le commerce dimanche, pour se satisfaire d'une réforme qui va être très modeste, mais sur les 35 heures, vous savez, il voulait les supprimer quand il était candidat à la primaire pour dire qu'il ferait rien. Sur le contrat unique de travail, là aussi il était pour, maintenant finalement il veut pas. Bref, j'ai trouvé que Manuel Valls s'était hollandisé. C'est dommage, c'est une inversion parce que quand il avait été nommé, vous vous souvenez, tout le monde avait dit ça va mettre un peu de dynamisme, peut-être que ça va contaminer François Hollande, peut-être que ça fera bouger un peu les choses, peut-être qu'on sortira un petit peu des dogmes socialistes. Et c'est le contraire qui s'est passé. Manuel Valls, le transgressif et l'offensif hier soir. Mais c'est pire que ça. J'ai trouvé que on attendait que ce soit lui qui fasse bouger François Hollande et manifestement c'est François Hollande qui l'a transformé. Mais face aux difficultés, il dit qu'il n'est pas déserteur et il entend rester jusqu'au bout du quinquennat, là où il est. Parce que certains se disaient, il va peut-être partir, etc. Donc il s'adresse à la fois au président de la République avec loyauté, et puis à son parti qu'il regarde d'un mauvais œil. Et cette phrase d'ailleurs, elle est un peu mystérieuse, parce que Manuel Valls nous annonçait hier sur France 2 qu'il était là jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est un accord avec le président de la République, dans le secret de leur bureau ? Est-ce que c'est un souhait ? Est-ce que c'est une prière ? Enfin, on ne sait pas très bien. Alors, vous avez parlé de la loi qui parle de l'ouverture des magasins le dimanche. Il dit, Manuel Valls, 12 dimanches par an. Monsieur Cambadélis, lui, n'en veut que 7. Et vous, est-ce que vous êtes plus proche des 7 ou des 12 ? Moi, je suis pour la liberté totale d'ouverture des commerces dimanche à Paris. Et au passage, on n'a pas besoin de loi pour le faire. C'est déjà possible aujourd'hui. Ça peut se faire sur simple signature du maire. Ça fait des années qu'on le réclame et des années que la majorité socialiste à Paris chouine. Parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord entre eux. Madame Hidalgo a changé 3 ou 4 fois d'avis sur le sujet pendant la campagne de Paris. Elle a dit des choses différentes pendant la campagne de Paris. Aujourd'hui, finalement, elle n'en veut pas. Et en attendant, qui trinque parce que... Mais ça veut dire la liberté, ça veut dire combien dimanche ? Non, la liberté, tous les dimanches. Tous les dimanches. Pourquoi je veux ça ? D'abord pour des raisons d'activité et d'emploi. Écoutez, on est dans un pays dans lequel il y a des millions de chômeurs. On a la possibilité, là, tout de suite, de créer des milliers d'emplois. Donc il y aurait une raison économique. Et parce que ces achats qui ne sont pas faits le dimanche, on a beaucoup de touristes à Paris, ces achats qui ne sont pas faits le dimanche, ils ne sont pas reportés sur la semaine. Qu'est-ce qu'ils font les touristes ? De plus en plus, les tours opérateurs les emmènent à Londres faire leur shopping. Ouvrir, rien que sur le boulevard Haussmann, ouvrir les galeries Lafayette et le Printemps, le dimanche, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc c'est d'abord un sujet d'emploi, créer de l'emploi et de l'activité. De toute façon, ça se fait avec l'accord des salariés qui seraient volontaires. Bien sûr, sur la base du volontariat avec des compensations. Et puis, il y a autre chose. Il y a la question de l'attractivité, du rythme de la ville. D'avoir une ville qui vit au rythme de la modernité. La plupart des grandes villes aujourd'hui, elles sont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est ça. Donc vous dites la liberté tous les dimanches. Si vous voulez. On vient dans une grande ville parce que c'est le cœur battant d'un territoire et parce que c'est un rythme différent de celui d'une petite ville. Autre sujet, Manuel Valls dit ne pas comprendre les raisons du retour de Nicolas Sarkozy. Vous savez probablement. Et il lui a été soufflé l'argument la revanche. Nicolas Sarkozy a-t-il, quand vous le voyez, vous discutez avec lui, l'esprit, l'obsession de la revanche contre François Hollande et contre les Français ? D'abord, je trouve que venant de Manuel Valls, ça manque pas de sel. Parce que c'est quand même celui qui a soutenu l'action de François Hollande, participé au plus près à l'action de François Hollande, qui depuis 2 ans et demi détricote tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. C'est le gouvernement Pénélope, quoi. On détricote. Donc vous dites la revanche, c'est de l'autre côté ? Écoutez, François Hollande a défait tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, et en plus, contre
ce qu'étaient en théorie les convictions de Manuel Valls. Par exemple, Manuel Valls, il était pour l'assouplissement sur les 35 heures. Nicolas Sarkozy avait fait les heures sup défiscalisées. François Hollande a défait ça. Manuel Valls, il était pour la TVA sociale. D'accord. Nicolas Sarkozy l'avait fait. Qu'est-ce que vous lui accordez François à Hollande Manuel l'avait Valls, fait. Premier Donc, attendez, ministre? je vous réponds sur la revanche. Si quelqu'un a été dans l'esprit de revanche, c'est bien François Hollande. Je crois que la revanche, l'esprit de revanche, c'est un sentiment très néfaste dans lequel il ne faut absolument pas entrer. Et je ne crois pas que Nicolas Sarkozy soit là-dedans. On va prendre quelques thèmes. Noël et les crèches. Le tribunal administratif de Nantes et le préfet de Béziers décident d'interdire les crèches qui marquent la naissance de Jésus dans les lieux publics. Question, est-ce qu'une république laïque doit tolérer les traditions culturelles d'origine religieuse ? Bien sûr. Bon, on n'aime pas commenter les décisions de justice, on n'aime pas dire qu'on n'est pas d'accord. Mais enfin, écoutez, pourtant là, c'est la vérité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça dommage qu'on ouvre une guerre, en plus autour de Noël, sur ces sujets-là et sur cette question-là. Il n'y a pas la laïcité. Ça ne doit pas. Les ardents défenseurs de la laïcité ne doivent pas finalement se retrouver en position de sectarisme. On n'a pas à confondre la laïcité et le sectarisme. On n'a pas à faire succéder à des guerres de religion des guerres de la laïcité. Est-ce que ça veut crèche, dire, c'est un fait culturel. Est-ce que ça veut dire que les mairies, les collectivités devront accepter chaque fois et en réciprocité tout ce que voudraient faire les autres religions ? La crèche en France, c'est un fait culturel. D'origine religieuse. C'est un fait culturel d'origine religieuse, mais c'est une réalité. Vous avez des expositions de crèches, c'est très présent dans l'art, c'est une réalité. D'ailleurs, j'observe qu'il y a très très peu de gens qui défendent cette décision de justice. En fait, il y a une majorité aujourd'hui de membres de la classe politique pour dire... Écoutez, c'est une fuite en avant, c'est un peu ridicule, et c'est rouvrir un front surtout là où il n'y en a pas besoin. Vous ne pensez pas que les Français ont d'autres priorités en ce moment que la bagarre autour des crèches ? Votre amie Anne Hidalgo veut éradiquer le diesel à Paris d'ici à 2020. Elle veut dépolluer l'air de Paris. Est-ce que là, elle n'a pas raison ? J'ai proposé la suppression du diesel, à commencer par les véhicules utilitaires dans Paris. Je l'ai proposé dans la campagne de Paris et à ce moment-là, Mme Hidalgo avait dit que ce n'était pas possible. J'avais proposé de le faire en utilisant un outil que j'ai forgé moi-même dans le Grenelle de l'environnement. Donc elle se rallie à qui s'appelle la Nathalie Zappa. Kosciusko-Morizet. Et elle nous avait dit, j'utiliserai pas. Écoutez, elle se rallie à cette proposition, tant mieux. Maintenant, je voudrais quand même qu'on aille au bout de la cohérence et qu'on le fasse au plus vite. Et là, elle n'en prend pas le chemin, puisque au mois de juillet, elle faisait voter des crédits pour supprimer un certain nombre de véhicules diesel du parc de la ville de Paris, parce que c'est bien la moindre des choses que d'être exemplaire dans ces cas-là. Et puis en novembre, elle les reprenait. Oui, mais enfin, les crédits qui ont été votés en juillet pour diminuer la flotte diesel de la ville de Paris, la maire de Paris les a repris en novembre au budget. Donc je trouve qu'il y a un paradoxe. Moi, je suis pour le principe. Encore une fois, j'ai forgé l'outil dans le cadre du Grenelle de l'environnement qui le permettait, mais il faudrait l'appliquer plutôt que de faire de la communication tous les dimanches sans avancer. Vincent Bolloré veut créer, lui, 16 000 bornes pour encourager la voiture électrique. Ça, c'est une mesure concrète et efficace sans doute. Dans l'élection partielle de l'Aube, le PS est éliminé avec une faible participation. Au deuxième tour, dimanche prochain, il y aura l'UMP et le Front National qui vont s'affronter. Est-ce que vous demandez ce matin que le PS vote pour le candidat UMP, ce qu'il fera probablement ? J'imagine que le PS le fera et ça me semble très naturel. Mais je voudrais vous dire surtout que dans cette élection, pour moi, elle est un signal d'alerte de plus, une exigence de plus qui pèse sur nous pour reconstruire une opposition crédible, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie alternative, pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement d'alternance qui propose de vraies alternatives. Parce que cette élection, elle marque avant tout la désespérance, le dégoût, l'écœurement des Français vis-à-vis du gouvernement. Écoutez, le PS a 13%. Voilà, c'est la réponse à l'émission de Manuel Valls hier qui nous disait « j'ai besoin d'être efficace ». Pour 2017, tel qu'on voit les choses, qui sera le meilleur ? Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, messieurs le maire, Bertrand, vous, qui ? Eh bien, on verra en 2016. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est les Français qui décideront. Parce qu'il y aura une grande primaire ouverte. Moi, je m'en réjouis beaucoup. Je défends l'idée que cette primaire doit être la plus ouverte possible. Je crois qu'on avait eu tort de critiquer le PS quand il avait fait une primaire ouverte. Maintenant, le PS a complètement rétropédalé. Ils ont laissé tomber manifestement la démocratie interne et la voix donnée aux Français. Je le reprends à mon compte. Donner la parole aux Français en amont de l'élection, c'est une bonne chose. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain matin à 8h20 pour l'interview politique. Europe 1, 8h27.